Quelques notes de musique habillant des instantanés d'une petite ville américaine. Des maisonnettes accolées, une demeure de bois au milieu d'un champ, une rue déserte. Pas de gratte-ciel à l'horizon, encore moins la frénésie d'une grande ville américaine. Non, ici à Easton, le temps semble s'être arrêté. Tout le monde se connaît, tout le monde sait, ou presque, les secrets des uns et des autres. Mère n'échappe pas à la règle. Il est 6 heures. Réveil, le téléphone sonne. Madame Carole a besoin d'elle. Madame Carole, c'est Mère Sheehan, je suis à la porte, devant chez vous. Et je crève de froid, putain. Madame Carole! Mère, vous êtes là? Oh, vous êtes là. Bah oui, je suis là. Je tenais à vous prévenir tout de suite pour que vous interveniez vite, pour protéger le reste de la ville, au cas où ce pervers serait encore dans la nature. Oui, d'accord, enfin la prochaine fois, appelez juste la centrale. Vous avez le numéro? Non, je m'en souviens pas. Mais j'ai confiance en vous. Si j'appelle le poste de police, je sais pas qui ils vont m'envoyer. Je comprends bien, mais moi je suis sergent chargé des affaires criminelles. J'enquête sur les cambriolages, les overdoses, vous voyez ce que je veux dire? Les trucs vraiment graves qui se passent dans les environs. Dites donc, c'est affreux. Peut-être que vous devriez réfléchir à changer de boulot. Bienvenue dans Seriland. Zoom sur la série Mare of Easton à voir sur OCS est signé Brad Inglesby, connu pour ses films au cinéma, de Summertime as a Friend. Un cinéaste qui devient auteur et réalisateur de séries, c'est possible, c'est même de plus en plus fréquent. Mais est-ce un exercice de création d'un nouveau genre ou simplement la version longue d'un film? Tentative de réponse dans ce nouvel épisode de Seriland. Je m'appelle Eva et j'ai accumulé ces derniers jours des heures de visionnage de séries construites en une seule saison. 7 épisodes par exemple pour Mare of Easton sur OCS, 10 pour The Underground Railroad sur Amazon Prime Video. 2 mini-séries donc qui possèdent un autre point commun. Elles sont l'œuvre de cinéastes Brad Inglesby et Barry Jenkins, oscarisés en 2017 pour Moonlight. Que des actrices et acteurs américains habitués au long métrage viennent se frotter à l'univers des séries, c'est presque devenu une habitude. Ça l'est moins pour les cinéastes. Oui, mais voilà, depuis quelques années, ils s'y mettent, se confrontent à l'univers du petit écran. Pourquoi? La série s'impose-t-elle comme un nouvel exercice de création, excitant, innovant pour eux? Ou y a-t-il quelque chose de l'ordre de la fainéantise? Est-ce qu'un réalisateur peu enclin à couper son film de 4 heures ne trouverait pas une sorte de facilité à le morceler en 5 ou 6 épisodes, l'air de rien? Au fond, pourquoi ces cinéastes débarquent dans cet univers des séries et que cherchent-ils à montrer, à prouver? Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la chance d'être très bien entourée. Car vont me rejoindre Thomas Détouche, journaliste à Télécapsat, qui nous livrera d'ailleurs son coup de cœur du moment à la fin de cet épisode, et Franck Finance Madurera, journaliste, rédacteur en chef d'une excellente revue qui parle de cinéma et de séries, French Mania. Seriland, épisode 81. La série de la semaine. Bonjour Thomas Détouche. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints une nouvelle fois pour cet épisode qui va mêler cinéma et série. Et vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez très bien, j'ai l'impression en tout cas, puisque la discussion a déjà commencé. Bonjour Franck Finance Madurera. Bonjour Eva. On va entrer dans le vif du sujet avec une question concernant donc cette série Mare of Easton, portée par Kate Winslet, productrice d'ailleurs déléguée de cette série. C'est l'histoire de Mare, donc c'est une flic dans une petite ville de Pennsylvanie. Elle enquête sur le meurtre d'une jeune femme qu'elle connaissait très bien. D'ailleurs, elle connaît tout l'entourage et elle connaît toute la ville. Et en parallèle de cette enquête, eh bien, on va découvrir aussi la vie bouleversée et bouleversante de cette femme qui a entre 40 et 50 ans. On ne sait pas exactement l'âge qu'elle a. Thomas, est-ce que vous recommandez cette série ? Je recommande totalement cette série. Ce qui est amusant, c'est que c'est le concept même d'une série en fait assez classique dans le fond. La petite ville, tout le monde se connaît, un meurtre, la flic ou le flic un peu traumatisé, etc., avec ses démons intérieurs. Et en fait, partant de ce concept-là, la série devient autre chose. Et pourquoi ça devient autre chose? Là, ça devient intéressant justement. C'est par exemple Kate Winslet, c'est par exemple la mise en scène, c'est par exemple l'écriture. C'est aussi Julianne Nicholson, qui est absolument incroyable. On parle souvent de Kate Winslet, mais Julianne Nicholson est incroyable. C'est donc comment, d'un concept assez simple, une série devient un peu plus que ça, voire carrément bouleversante.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Franck ? Oui, je suis complètement d'accord. Je trouve que la série est assez réjouissante et je trouve qu'elle va encore plus loin que toutes les séries qui l'ont précédée dans l'exploitation de ces codes qui sont maintenant presque inscrits dans les gènes de la série thriller. Alors, on peut voir un peu la naissance de ces codes. Pour moi, elle vient de Fargo, des frères Cohen, qui a vraiment impulsé ce genre de thriller d'abord au cinéma, puis ensuite en série. Et on retrouve toujours, très souvent, un personnage féminin entre deux âges, on va dire, puisque, comme vous l'avez dit, Eva, oui, on ne sait pas trop, entre 40 et 50 ans. Ouais. Mais on retrouve toujours un personnage féminin au centre de l'action, et c'est quelque chose qui est tellement peu arrivé au cinéma que les séries ont permis justement de pouvoir exploiter ce genre de personnage, d'en faire le personnage principal sur la durée. Et comme le disait Thomas, on retrouve effectivement ce genre d'univers, toujours une communauté assez circonscrite, un village, un bourg, et puis une femme qui porte des traumas, en général assez lourds, qui se révèlent au fil de la série. Oui, c'est vrai, la ville finalement ressemble presque à un huis clos. On a l'impression qu'on est dans une pièce, dans une seule et même pièce, avec tous ces personnages qui défilent devant nous. De mon côté, c'est vraiment du thriller psychologique, hein, on est d'accord ? Complètement. Ça m'a captivée, d'abord par la construction et la réalisation. On va y revenir évidemment. Il y a une ambiance très particulière, chaque habitant est suspect, ou en tout cas a quelque chose à se faire pardonner. La ville, elle devient un personnage à part entière. Et puis bon, moi j'ai trouvé la prestation de Kate Winslet époustouflante. Mais comme vous le disiez, Thomas, j'aime beaucoup la façon dont tous les personnages secondaires en fait sont travaillés, avec une prédilection pour la mère de mère, en l'occurrence, qui est incarnée par Jean Smart. J'ai un petit bémol, c'est sur l'épisode final, ou en tout cas sur le dénouement de l'affaire. Mais bon, ça, dans le cas des thrillers, c'est vrai qu'on peut être déçu par une fin. Ça ne remet pas en cause la qualité de la série en tant que telle. La question, c'est, Franck, est-ce que vous sentez derrière cette série l'œuvre d'un cinéaste ? Alors moi, je ne connais pas très bien ce cinéaste, pour tout vous dire. Je crois que je découvre un peu avec cette série, mais on sent effectivement une patte, vraiment. On sent une patte, mais je dirais que dans ce genre de série, ce qui est aussi important, c'est la patte des actrices productrices. On va le voir dans les séries qu'on va peut-être évoquer un peu plus tard. Bien sûr. C'est extrêmement important, je pense, la façon dont ces actrices, souvent de plus de 40 ans, ont envie de s'impliquer dans ces séries-là, ont envie de raconter des choses très très personnelles de l'expérience féminine. On le voit, le personnage de Kate Winslet trimballe son bon lot de traumas. On parle aussi d'une espèce de renaissance à la sexualité, puisqu'elle fait des rencontres dans cette série. Et je pense que c'est avant tout des portraits de femmes hyper intéressants, et que ça, c'est vraiment très nouveau, et que ça, c'est intéressant pour des cinéastes, parce qu'ils ont effectivement beaucoup moins l'occasion d'exploiter ce genre de trame dans le cinéma. Alors, c'est une petite question pour tous les deux, parce que vous connaissez très très bien l'univers des séries et très bien l'univers du cinéma. Une question plus complexe qu'il n'y paraît. Sur un plan narratif, je parle bien d'un plan narratif, quelle différence vous faites entre un film et une série ? Déjà, Thomas ? Dans l'introduction, il y a un piège, en fait, c'est quand les cinéastes font des séries et envisagent des séries comme des films longs. Ça, c'est le grand piège. Un film long, c'est pas une série, c'est un film long. Et si on envisage la série comme un film, on se plante à quasiment tous les coups. Les séries, c'est une narration épisodique où l'univers grandit, les personnages se révèlent, et donc on ne peut pas tout plaquer ou tout étirer. Justement, il faut, dérouler le récit, faire des cliffhangers, qui est quand même un outil absolument incroyable d'épisode. Le rebondissement de fin d'épisode. Ou même au milieu d'un épisode, Oui. où il peut y avoir des cliffhangers à l'intérieur d'épisode ou à la fin d'épisode. Ce sont des codes qu'il faut en fait écrire et traiter et envisager pour une série, pas dans une dimension de film. Donc la narration, elle doit être comme ça. Et effectivement, peut-être pour les conclusions de grands thrillers où on a de grandes attentes, parfois on est déçu, mais justement la déception pour moi fait partie aussi de l'expérience. On est d'accord, on est totalement d'accord. Vous faites la même distinction entre film et série, Franck ? Oui, je fais la même distinction. Après, stylistiquement, je pense que c'est le même travail, très honnêtement. Après, c'est vraiment sur la construction, sur l'écriture, que chaque épisode doit être un film. Chaque épisode doit presque se suffire à lui-même en termes de construction et en termes de résolution, avec effectivement, comme le disait Thomas, ce cliffhanger très important, parce qu'il faut que les gens aient envie d'aller voir l'épisode suivant. Il y a une masterclass dans laquelle Cathy Vernet, la scénariste française, racontait que la différence pour elle entre le cinéma et la série, c'est que le cinéma, l'histoire était terminée. À la fin du film, l'histoire, c'est la fin. Alors que la série, c'est toujours ouvert. Il y a toujours une possibilité de suite. Et surtout, on s'accroche au personnage plus qu'à l'histoire en tant que telle.
Thomas? La série permet aussi en fait de faire un personnage pas forcément aimable. Kate Winslet dans Mare of Easttown n'est pas forcément un personnage super agréable Complètement. ou aimable. Ouais. Et pourtant, justement, c'est l'héroïne de la série ou l'anti-héroïne de la série. Et la série permet ça, justement, de révéler, de dévoiler, de s'attacher aussi aux aspérités que ce personnage peut avoir. Parce que la série permet en fait de prendre le temps de connaître ce personnage. Donc on peut Bien s'autoriser d'avoir une héroïne qui n'est pas d'emblée hyper agréable et on comprend d'autant mieux l'envie des acteurs et des actrices d'être des personnages de série parce qu'ils ont l'occasion de démontrer un peu tout leur savoir-faire sur la durée. Évidemment, toutes leurs facettes aussi de jeu. Thomas, quand on pense aux cinéastes qui sont venus aux séries, il y a 2 noms qui reviennent en premier lieu. C'est celui de David Lynch pour Twin Peaks et puis celui de David Fincher pour Mindhunter et puis House of Cards, puisqu'il était aussi à l'origine de la série. Selon vous, est-ce que c'est eux qui ont ouvert la voie? Est-ce qu'ils ont montré que les séries pouvaient être aussi un objet culturel aussi intéressant finalement que le cinéma? Alors ça, c'est une question qui est assez complexe d'une certaine manière, ne serait-ce que de prendre David Lynch et David Fincher. David Lynch, en fait, est vraiment, entre guillemets, le créateur de Twin Peaks. David Lynch, entre guillemets, n'est que le réalisateur, c'est celui qui a David Fincher. David Fincher, excusez-moi, a posé en fait les bases visuelles et les bases en fait, rythmiques de House of Cards et de Mindhunter. Donc là, c'est vraiment déjà 2 cas d'école différents. Ensuite, en fait, ça a toujours existé les cinéastes qui vont vers les séries. J'ai fait une petite liste parce que moi j'aime bien faire des petites listes. Alfred Hitchcock, Oui, c'est un des premiers, tout à fait. Oui. John Ford même a fait une série qui s'appelait Wagon Train. Alors effectivement, peut-être qu'il y a une sorte de frénésie des cinéastes pour aller sur les séries parce que c'est un objet d'expérimentation aussi. Quand Steven Soderbergh fait The Knick, c'est vraiment une expérimentation pour lui, mais aussi par rapport à l'objet série. C'est aussi un espace de liberté aussi. Tu parlais aussi du temps. Le temps. En fait, la série permet ce développement dans le temps, mais des personnages, mais aussi du récit. Donc c'est c'est aussi une puissance d'ailleurs. Hein. Les séries, d'une certaine manière, peuvent potentiellement toucher beaucoup plus de monde que les films. Et on l'a vu ces derniers temps. Et puis il y a une vraie liberté sur les thématiques aussi. Oui. Sur les thématiques, parce que moi je pense à un réalisateur plus qu'au cinéma. Plus qu'au cinéma, vous trouvez? Je pense que plus qu'au cinéma. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie liberté parce qu'il y a plus de petits opérateurs, il y a plus de possibilités de faire des choses, même avec des petits budgets. Je pense à un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Greg Araki, qui est un réalisateur un peu de l'underground américaine, qui est basé à Los Angeles, qui a fait un film comme Kaboom, par exemple. Kaboom, qui était en fait au départ un pilote de série pour MTV qui n'a pas été signé. Ouais. Il a été tourné mais pas signé et du coup il a tout retourné pour en faire un film. Alors le film là a marché. c'est le film inverse. Enfin c'est j'allais dire le film, non, le processus inverse. Et d'accord. juste après, là, c'est l'année dernière, il a fait une série qui s'appelle Now Apocalypse, qui reprend exactement les 4 personnages principaux de Kaboom et qui en fait autre chose. Donc je pense qu'un univers peut vraiment jouer sur multiples facettes et se donner des libertés en termes de séries télévisées plus qu'au cinéma. Alors on vient de parler de Mare of Easttown qui a été une des séries dans l'actualité de ces dernières semaines. Il y en a une autre avec un autre réalisateur qui était oscarisé en 2017 et qui a fait le choix de décliner son récit en 10 épisodes. Barry Jenkins est en effet à l'origine d'une série à voir absolument sur Amazon Prime Video, The Underground Railroad, qui est l'adaptation du roman éponyme de Colson Whitehead qui a obtenu le prix Pulitzer avec. On est en 1850, Cora, une jeune femme, s'enfuit de la plantation où elle est esclave. C'est vraiment une fuite à travers les États-Unis et c'est un voyage qui est rendu possible notamment grâce à un mystérieux train souterrain. J'entends régulièrement parler d'un chemin de fer souterrain. Impossible. En effet. Mais où est-ce qu'ils vont alors? Ceux qui s'échappent et qu'on ne revoit jamais. On dirait que quand ces nègres s'échappent, ils disparaissent dans un autre monde. Vous l'avez vu? En tant qu'homme qui fait ce que vous faites, vous pensez que ce chemin de fer souterrain existe? Je ne l'ai pas vu, mais le nègre est une espèce très maligne. Rien dans mon expérience ne me dit que c'est impossible, mais j'attends de le voir pour y croire. Franck Finance Madureira, est-ce que vous avez été séduit par cette série ? Alors j'ai été séduit parce que le thème est vraiment passionnant. Enfin, je pense que le thème de l'esclavage. Le thème de l'esclavage, la façon dont ça avait été traité dans ce roman, comme vous l'avez dit, qui a reçu le prix Pulitzer, ce qui n'est pas rien. Et j'ai un peu déchanté au fil des premiers épisodes, parce que je retrouve, mais ce qui est normal, je retrouve un peu ce qui, moi, m'avait un peu agacé dans Moonlight, le film de Barry Jenkins qui a été oscarisé. C'est-à-dire que je trouve ça très, très réalisé. Alors... il y a trop d'esthétique en fait. Je pense qu'effectivement, la volonté d'être à tout prix absolument esthétique nuit au sujet. Et sur un sujet comme celui-là, comme c'était déjà le cas sur Moonlight, je trouve que ça amène toujours à une forme de complaisance qui, moi, me dérange un petit peu.
Alors, je crois que Thomas n'est pas d'accord avec vous. Je vois sa tête. Non, mais ces arguments sont très très bons. Je vois. Non, mais l'esthétique, si on regarde Underground Railroad, on ne peut pas dire c'est une série qui n'est pas esthétique. Il y a de l'esthétisme à quasiment chaque plan. Il y a même des trouvailles, d'une certaine manière, qui sont assez folles. Donc, de ce point de vue-là, je peux comprendre. Ensuite, c'est une œuvre totale de Barry Jenkins. Vraiment, il a mis toute son âme de réalisateur là-dedans, et ça se sent. Et donc, vu qu'il a mis toute son âme, on sent quand même une sincérité derrière l'esthétique. Ou plutôt, l'esthétique pue vraiment la sincérité de Barry Jenkins. Et donc, ça devient vraiment passionnant. Ensuite, il faut quand même dire, ces 10 épisodes, qui généralement, ils font plus d'1 heure. Il y en a juste un qui fait 40 minutes, et pour une raison bien précise. Et c'est une série qui parle de choses qui sont quand même très lourdes. Donc, c'est pas une série à binge-watcher. Enfin, je vous déconseille, ou si vous le faites, vous allez être dans un sale état ensuite. Ah, on est bien d'accord. Donc c'est une œuvre qui est très très lourde, mais qui demande, et qui est exigeante. Mais il y a cette conclusion qui est d'une simplicité dont je ne révélerai rien. Oui, vous savez, pas de spoil dans Serial Land. Pas de spoil, absolument pas. Et donc, non. C'est d'une simplicité et un plan totalement simple. Et d'une certaine manière, en fait, ça boucle la boucle avec le début de la série. Alors, moi, de mon côté, le récit m'a bouleversée. Alors, en plus, c'est un sujet, je ne sais pas pourquoi, qui m'intéresse depuis de longues années. Et je trouve que j'avais jamais vu un sujet aussi bien traité, en fait, dans une série. Et puis, je trouve que la qualité de la série, elle repose évidemment sur la réalisation qui est très cinématographique, mais à tel point que j'avais l'impression parfois que chaque épisode, en fait, était un film à part entière. Est-ce que vous avez eu cette impression, vous aussi, Thomas ? Sur les premiers épisodes, oui, clairement. D'autant plus qu'encore une fois, il y a un épisode qui fait 40 minutes, qui vient un peu de nulle part, qui est au premier abord déconnecté de l'histoire. Donc là, je me suis dit, c'est marrant, il fait quand même vraiment des chapitres cloisonnés. Et en fait, pas du tout... C'est un peu snob de dire ça, mais il faut voir la série dans son intégralité pour remettre les perspectives. Et là, on les voit bien. Donc, de ce point de vue-là, l'écriture joue avec les limites de la série, mais au final, c'est pleinement, totalement une série. Moi, j'ai beaucoup pensé à Small Axe aussi, qui est de Steve McQueen, qui est disponible sur Salto, où pareil, chaque épisode, en fait, est quasiment une entité, un film à part entière, mais avec des codes de série quand même. Mare of Easttown et The Underground Railroad possèdent plusieurs points communs, on vient de le voir, ce sont des mini-séries réalisées par des cinéastes et portées par des femmes, et d'autres fictions partagent les mêmes caractéristiques. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Vous le disiez, Kate Winslet n'est pas la seule actrice à s'impliquer dans la fabrication d'une série, notamment dans la production. C'est le cas de Nicole Kidman, par exemple, ou de Reese Witherspoon. Toutes les deux étaient productrices exécutives de la saison 2 de Big Little Lies. Mais je voulais qu'on revienne d'abord sur la première saison, qui débutait avec un incident le jour de la rentrée scolaire. Alors que les mamans viennent chercher les petits, les enfants, la maîtresse explique qu'une petite fille a été tapée par un de ses camarades. Un enfant a fait du mal à Annabella. Excusez-moi. Amabella. Et j'aimerais que l'enfant qui a fait ça s'avance vers elle pour lui présenter ses excuses parce qu'on ne fait pas de mal à ses amis à l'école. Oui ou non ? Non. Et si jamais ça se produit quand même, qu'est-ce qu'on dit, les enfants ? Pardon, exactement. Parce que maintenant, vous n'êtes plus des bébés, vous êtes des grands, pas vrai ? Oui. Oh, ma chérie, dis-moi qui t'a fait mal. Vous ne pensez pas que ça puisse être un accident ? Un accident ? Regardez son cou, vous ne voyez pas les marques des doigts ? Ma puce, est-ce que tu peux me dire si c'était un garçon ou une fille ? C'était un garçon. Un garçon ? Comment il s'appelle ? Elle n'a peut-être pas envie de le dire. Oui. Madame Klein, le problème c'est que les enfants ne connaissent pas encore bien tous les prénoms, donc c'est possible qu'elle ne sache pas de qui il s'agit. Il faut bien faire quelque chose. Je suis complètement d'accord. Ma chérie, est-ce que tu pourrais montrer du doigt le petit garçon qui t'a fait mal ? Ce garçon ? Non. Lui. Lui ? Oui, il a essayé de m'étrangler. Quoi ? C'est pas moi. C'est toi. Mon grand, il faut seulement que tu lui présentes tes excuses. Je t'ai rien fait. Je déteste cette scène. Je la trouve d'une violence absolue. Parce qu'il faut imaginer, tous les enfants sont réunis devant l'école avec leur maman, très bon chic, bon genre. Et je trouve ça horrible, l'effet de dénonciation. Et en plus, effectivement, cette histoire va être le début d'une succession d'événements qui vont quand même aboutir à un meurtre. On va laisser de côté le côté thriller de cette histoire. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les actrices, elles viennent de plus en plus facilement à ce genre de série ? Franck. Parce que je pense que... Des actrices de cinéma, pardon, ouais. J'ai pas précisé, mais des actrices qui sont plus habituées au grand écran. Comme on le disait tout à l'heure, la série, sur sa longueur, sur la façon dont les personnages sont envisagés dans l'écriture, qui n'est pas du tout la même écriture que pour un film, je pense que c'est
extrêmement séduisant pour une actrice parce que ça permet de déployer quelque chose de peut-être moins monolithique que dans un film. Un film, c'est jamais qu'une heure et demie où on va développer un personnage dans une histoire. Et l'avantage des séries, c'est que souvent les personnages sont plus forts que l'histoire. Et ça, pour des acteurs, c'est du pain béni. Thomas ? Il y a peut-être aussi autre chose, une explication qui est malheureusement plus rationnelle. Ah voilà, Il y a peut-être un horizon bouché aussi pour certaines actrices à partir d'un certain âge. Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'avec Big Little Lies, on a 2 exemples. On a Reese Witherspoon, qui est en train de devenir la queen des séries, hein, vraiment, on en fait dans tous les sens, et elle réussit quasiment à chaque fois, qui avait un peu disparu du cinéma, un peu moins de projets excitants. Et de l'autre côté, il y a Nicole Kidman, qui, elle, arrive à concilier les deux. Elle devient alors une actrice de série reconnue et elle continue à faire du cinéma avec des grands films. Donc on a 2 cas d'école qui sont intéressants. Mais effectivement, il y a peut-être aussi ça, c'est que les séries font peut-être plus facilement appel à elles, qui sont un peu délaissées par le cinéma, ou alors parce que ces actrices, entre guillemets, de cinéma, ont suffisamment de puissance pour initier des projets de séries. Alors, elles peuvent être moteurs effectivement des projets, comme ça arrive très très souvent depuis une dizaine d'années. Vous parliez de l'âge aussi des actrices, parce qu'effectivement le cinéma fait pas toujours appel aux actrices entre 40 et 50 ans pour le faire vite. Ou alors pour jouer des grands-mères, ce qui est exactement, quand même un peu complexe. Voilà, je pense qu'elles aiment pas du tout ça, les actrices. Elles sont pas fans, voilà. Et alors question bassement matérielle, parce que moi je me suis demandé si économiquement c'était pas intéressant aussi pour elles, parce que ça veut dire du travail pendant tant de mois, parce qu'on sait que quand même une série, ça s'étend sur le temps. Donc, pas forcément pour un rôle récurrent sur 3 ou 4 saisons. C'est l'avantage d'ailleurs de la mini-série, parce que vous savez que vous vous engagez pas pour 20 ans, mais ça leur donne du travail pour plusieurs mois. C'est payant à plus d'un titre, en fait, parce que c'est payant, effectivement, sans doute financièrement. Il faut remarquer qu'elles sont, en général, ces actrices qui sont moteurs, sont souvent coproductrices, c'est pas pour rien, parce qu'elles aiment bien avoir aussi un œil sur la direction artistique, et en même temps, d'un point de vue bassement financier, il y a un intérêt à être coproducteur. Ce que vous voyez jamais au cinéma, quasiment. Oui. Et puis c'est payant en termes de carrière, parce que ce sont des rôles qui sont vus plusieurs semaines d'affilée, des personnages qui sont vus plusieurs semaines d'affilée. Ce sont souvent des rôles à récompense, à statuette, et ça donne souvent envie à des jeunes réalisateurs d'envisager ces actrices avec un regard différent. Je pense par exemple à Laura Dern. Oui. Si tu m'écoutes, Laura Dern, je t'aime. Je pense qu'on peut tous faire la même déclaration d'amour. Je pense à Laura Dern, qui est absolument extraordinaire dans Big Little Lies, et qui du coup fait un comeback hallucinant, qui devient une espèce d'icône du monde des séries et des films, et qui plaît à tous les jeunes réalisateurs. Je pense qu'il n'y a pas un jeune réalisateur américain aujourd'hui qui n'a pas envie d'avoir Laura Dern dans son film. C'est pas pour rien. Alors, on vient de parler de ces actrices qui ont un intérêt à venir sur ces séries. Est-ce que vous comprenez l'intérêt qu'ont les cinéastes, donc les réalisateurs plutôt de cinéma, à venir réaliser des mini-séries? Thomas. Il y a un intérêt. Encore une fois, je pense que des cinéastes vont parfois dans des séries parce que c'est un autre type de narration. Donc il y a aussi ce défi-là, se dire je vais raconter mes histoires autrement. Deuxièmement, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de cinéastes qui expérimentent. Ils ont envie de s'attaquer à cet objet série. Il y a une puissance médiatique de la série qui est peut-être plus généralisé qu'au cinéma. Un film, s'il marche pas la première semaine, ça y est, sa carrière est finie. Une série, en tout cas une mini-série, parce qu'elle est tournée et ensuite diffusée, une mini-série ira jusqu'au bout. Donc les gens la verront. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Et puis en termes de production, ce sont les studios qui ont pris de l'ampleur ces dernières années, l'ont pris via les séries, mais s'attaquent au cinéma. Que ce soit Netflix, Amazon, Apple, ce sont les puissants d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le vent en poupe grâce aux séries et qui en même temps réinvestissent vraiment dans le cinéma parce qu'il y a un côté un peu chic à faire des films. Donc c'est intéressant pour les réalisateurs d'intégrer ce genre d'écurie. On le voit avec David Fincher qui a quand même réussi à faire Manque, qui était un projet très très personnel, qu'il a mis très très longtemps à monter. Et qu'a priori, il n'y avait que Netflix pour le financer. Il n'y avait que Netflix pour le financer. Et si Netflix a été preneuse dès le départ, c'est aussi parce que Fincher a travaillé avec eux précédemment pour Mindhunters. Voilà, donc il y a des arguments créatifs et des arguments économiques. En termes créatifs, il y a aussi je suis pas sûr que les sœurs Wachowski auraient pu faire Sense8, leur série, au cinéma. Je suis pas sûr qu'il y ait un studio qui aurait validé ça. Et la série leur permet justement d'écrire cette histoire-là. Ça permet de déployer des univers vraiment sur la longueur et puis de façon
assez incontrôlables. Enfin, Ouais. on peut se permettre des choses en série qu'on ne se permet pas au cinéma. Alors, Big Little Lies est toujours disponible sur OCS, comme une autre série dont je voulais qu'on dise un mot, parce que là encore, c'est l'œuvre d'un cinéaste et elle est portée par un immense comédien. Il s'agit de I Know This Much Is True. C'est l'histoire de deux frères, des jumeaux, Dominique et Thomas, incarnés par un seul comédien, en l'occurrence Marc Ruffalo. Thomas, lui, est schizophrène, un type un peu violent. Très violent même. Son frère tente de le protéger, de l'aider, tout en essayant de son côté de surnager un peu dans ce quotidien difficile. C'est une série qui est très noire, étouffante, dérangeante parfois. On va retrouver Dominique, il est au chevet de Thomas qui vient de se mutiler la main. Il refuse catégoriquement qu'on essaie de lui rattacher ses mains. Pour être honnête, je suis sidéré par sa volonté. Normalement, la douleur est telle qu'il aurait dû s'arrêter à moitié. C'est pas vrai. Essayez de brancher On y l'artère est facile presque. vite. Ça va aller. Qu'est-ce que t'as fait? C'est un sacrifice. Signez-la, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Un formulaire de consentement. Non. Merci. On va essayer de réimplanter sa main avec votre Non, permission. Dominique, On non. lui donnera des antalgiques à Non. son réveil. Je vais devoir la recouper, c'est un sacrifice. Je sais très bien ce que je fais. Je fais tout ça en pleine connaissance de cause. Tu vas perdre ta main. On peut l'immobiliser pendant les premiers jours s'il le faut pour donner une chance au nerf de Vous repousser. n'êtes pas un sauveur. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ignorez ce qu'est un sacrifice. Dominique, c'est un acte religieux. Un acte commis en pleine connaissance de cause. Vous voulez bien signer ce formulaire? J'ai besoin que tu prennes ma défense pour une fois. Alors, je tenais à évoquer cette série parce que j'ai lu une critique dans Le Monde, une critique très positive, dans laquelle le journaliste Renaud Machard écrit « Les 6 épisodes s'apparentent à un très long et très lent film de quelques 6 heures ». Et ça renvoie un peu à la question que je vous posais dans cette introduction. Est-ce que parfois, nos amis cinéastes n'ont pas cette tentation de se dire « J'arrive pas à couper mon film, je vais en faire une série ». Je le dis vulgairement, hein, je vais en faire une série de 5 ou 6 épisodes. Dans les faits, je pense pas que ça puisse vraiment se passer comme ça. Parce qu'on sait comment se font les choses, notamment dans le milieu de la production américaine. Les choses sont quand même très très prévues à l'avance, très produites, très écrites. Et c'est pas la même chose que d'écrire un film et d'écrire une série. Thomas le disait tout à l'heure, il expliquait sur la mécanique pure. Et donc je pense que c'est un peu réducteur et c'est un peu typique d'une critique qui a tendance à considérer que les séries sont des sous-films. Ce genre de point de vue. C'est vrai. Moi, je pense très clairement que les séries n'ont pas à jouer ce rôle de sous-film. Les séries sont des œuvres à part entière, peuvent être aussi puissantes, voire plus que certains films. Donc, je pense que cette dichotomie-là, elle est nécessaire. C'est pas la même chose. C'est vraiment des univers différents. Mais ce constat que vous faites, vous avez l'impression que c'est assez récent dans l'histoire à la fois du cinéma et des séries, ou ça fait quand même déjà quelques années que la série est prise au sérieux ? Je pense que ça fait quelques années que la série est prise au sérieux, mais c'est relativement récent, oui. Très honnêtement. Il suffit de regarder dans nos métiers la façon dont, petit à petit, nous, critiques cinéma à la base, sommes devenus aussi critiques séries et avons aussi eu envie de s'intéresser à ce champ-là. C'est assez récent, ça fait une petite dizaine d'années que les choses évoluent dans ce sens. Moi, quand j'étais petit et que je passais mon temps à regarder X-Files, on me regardait un petit peu comme une sorte de personne qui ne voulait pas sortir de chez lui, hein, tout simplement. Les séries, heureusement, ont gagné en popularité, en respect d'une certaine manière, mais la qualité des œuvres, elle a toujours été là. C'est juste qu'elle était peut-être un peu moins populaire ou peut-être un peu moins ouverte à tous. Je reviens juste quand même sur I Know This Much Is True. Mais j'allais vous demander si vous aviez aimé, mais j'ai l'impression que la réponse est oui. En fait, j'ai vraiment l'impression en fait de voir un cinéaste qui a décrypté tous les codes de la série de ce type-là et a essayé en fait de les faire, de les régurgiter d'une certaine manière. En fait, je vois toutes les coutures dans cette série et je vois toujours la performance. Toujours la performance de mise en scène, toujours la performance de Ruffalo. Et moi, quand je vois une performance, en fait, ça me sort de la série. D'autant plus que la série, elle est d'une telle lourde... Ah, on parlait de série c'est très lourd. À ne pas binge-watcher. Lourd. Pour le coup, ne binge-watchez surtout pas cette série. Mais donc, en fait, tout ça se rajoute et au final, ça devient un peu... Vous avez eu du mal. Ouais. C'est un bon gros gâteau. Ah, c'est vrai, à ce point-là. En même temps, ça parle de la schizophrénie. C'est évidemment pas le sujet le plus léger qui soit. Et pour le coup, c'est quand même assez rare d'avoir un personnage qui a un handicap de cet ordre-là au centre d'une série. Qui plus est, joué par le même acteur qui joue son frère jumeau, donc, puisque Marc Ruffalo, qui est quand même, moi que je trouve vraiment extraordinaire dans la série, joue les deux rôles de façon vraiment magistrale. Il faut quand même reconnaître la difficulté
de parler de ces sujets-là, d'avoir un personnage schizophrène au centre de la série, qui peut effectivement avoir ce petit côté performatif, mais qui vient peut-être du manque d'habitude qu'on a à traiter de ces sujets-là. Et pour le coup, la série, effectivement, est dure à regarder, parce que c'est compliqué. Moi, je découvre toujours les versions françaises quand j'écoute Série-Land. Donc là, j'ai découvert la version française, mais j'étais quand même ému, parce que ça m'a rappelé cette scène qui m'avait complètement bouleversé. Donc moi, je reste avec quelque chose de très positif sur cette série qui m'a vraiment bouleversé. C'était le premier épisode donc de la seule et unique saison, mais c'est vrai que c'est une série qui est très lourde. On ne binge-watch pas. I know you must. Vaut mieux pas. Il faut faire ça petit à petit. On garde Marc Ruffalo tranquillement un peu tous les soirs avec nous. Voilà. Au rang des réalisateurs de ciné venus aux séries, on pourrait citer aussi, il fallait quand même le faire, Martin Scorsese avec Vinyl, Jane Campion avec Top of the Lake, dont on a déjà parlé dans Série-Land, Steven Soderbergh pour The Nick, on en a parlé, Thomas, Bruno Dumont pour Petit Quinquin aussi, voilà, côté francophone, ou encore Rodrigo Sorogoyen pour la série espagnole Antidisturbios. À chaque fois, moi je trouve quand même que ce sont des séries très très réussies, que je recommande assez facilement. Voilà, il n'y en a pas une que je jetterai. À l'instar de The Young Pop et The New Pop, toujours disponibles sur MyCanal et qui sont signés Paolo Sorrentino, le réalisateur italien qui réunit quand même devant sa caméra un casting de luxe, Jude Law, Diane Keaton, Cécile de France ou encore John Malkovich, je n'en cite que 4, pour cette histoire un peu baroque qui évoque l'élection d'un jeune homme de 47 ans comme pape. Qu'avons-nous oublié ? À partir de ce jour, tu n'es plus Lenny Bellardo. Nous vous avons oublié, vous ! À partir de ce jour, tu es le pape Pie XIII. Je dois d'abord boire mon Coca Cherry Zero. Vu de près comme ça, là, vous êtes un homme d'une beauté exceptionnelle. Je suis aussi intransigeant, irritable, vindicatif. Tu connais que dalle. Tu n'es qu'un mouflé en culotte courte. Ils ont élu un pape qu'ils pensaient connaître. Voilà leur plus grand péché. Mais qui est-il vraiment ? Je suis le Seigneur Tout-Puissant. Alors moi j'adore cette série qui est complètement folle, qui est très politique par ailleurs. Franck Finance Madureira, j'ai pris cet exemple de The Young Pop parce que je trouve que c'est l'exemple parfait de la mini-série où il y a la patte du cinéaste. On voit Sorrentino sur chaque plan. Alors moi qui ai un vrai problème avec Sorrentino tant mieux, cinéma, dites-nous. J'ai le même problème avec la série. Pour le coup, c'est indiscutable. Sorrentino, c'est quand même pour moi le cinéaste de la superficialité. Donc c'est quelqu'un qui fait tout, enfin c'est très pimpé quoi. Ça part dans tous les sens. Moi j'ai l'impression d'assister à un clip. Même pas un clip, à des pubs mises. J'ai l'impression de voir l'émission Culture Pub sur M6 à l'époque, où on nous fait les meilleures pubs de l'année, les unes après les autres. Alors il y en a une où on dirait que c'est une pub pour un téléviseur, l'autre une pub pour un shampoing. Enfin voilà. Moi vraiment ça me désespère. Mais même Jude Law, il vous désespère dans cette série ? Dieu sait que je l'ai aimé, Jude Law. Mais au passé. On a noté la phrase au passé. Non, vraiment, je trouve tout très artificiel. Je trouve qu'il n'y a aucune accroche sur les personnages. Il n'y a aucun moyen de s'y attacher. Parce qu'ils sont tous dans une espèce de représentation permanente. Mais ça vient de l'écriture de Sorrentino. Mais quelque part, c'est intéressant parce que ça prouve à quel point, quand on est réceptif ou pas à l'univers d'un cinéaste, de fait, on sera réceptif ou pas à la façon dont il va transposer son univers sur une série. Ce qui veut bien dire que ce sont des œuvres à part entière. Donc voilà, de ce constat d'amertume et d'échec par rapport à cette série, j'en tire quand même quelque chose de très positif. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'imagine tous les gens qui ont dû regarder The New Pop et qui se sont dit « Ah non, mais alors si c'est au cinéma, c'est pareil, on va pas aller au cinéma voir les films de Sorrentino ». Thomas, qu'est-ce que vous en pensez de ces 2 saisons par Sorrentino ? J'en pense que dès les premiers plans, on voit en fait l'œuvre de Sorrentino qui se projette. On voit en fait son goût de la provocation à quasiment chaque scène d'une certaine manière. Mais en fait, au final, ça devient une mécanique un peu vide. L'autre chose qui m'intéresse par rapport à The New Pop et The Young Pop, c'est la manière en fait dont, quand un cinéaste s'empare d'une série aussi connue que Sorrentino, les noms d'acteurs et d'actrices entre guillemets de cinéma en fait arrive plus facilement d'une certaine manière. Ça c'est clair. L'envie de travailler avec ce cinéaste reconnu sur un projet long. Jude Law, John Malkovich, Ludivine Sagné, Cécile de France, on peut continuer, il y en a beaucoup. Moi c'est une œuvre que je trouve visuellement extrêmement intéressante aussi parce qu'en fait c'est marrant parce qu'il a aussi ce goût du mauvais goût, ce goût du un peu trop. C'est peut-être ce goût-là que je n'ai pas en fait. Peut-être. On a trouvé. En toute humilité. Qui est intéressant aussi à J'ai voir. très mauvais goût, j'ai bien compris votre allusion. Non, mais c'est un objet, on va dire pop, c'est un peu galvaudé là-dessus, mais c'est un objet pop fascinant à regarder. Le fond, je suis beaucoup plus perplexe. Bah voilà, l'objet pop un peu creux, franchement. Ah oui, je suis étonnée. Sur 1h30 au cinéma, ça peut passer parce que ça peut faire illusion. La Grande Bellezza, ça faisait illusion.
On pouvait accrocher. Elle mais est là, étonnante. sur 2 saisons... Elle est étonnante, la phrase que vous venez de dire, parce que ça renvoie exactement au débat qu'on a depuis le début de cet épisode. C'est que cette œuvre-là, vous l'auriez vue en film, ça vous aurait peut-être moins choqué, enfin choqué, pas forcément le mot. Je pense que ça peut faire illusion, effectivement, sur un film d'1h30 ou de 2 heures, parce que l'univers est fort et que ramasser sur un temps court, avec une vraie écriture en progrès, ça peut marcher. Je pense qu'il dilue peut-être son talent dans la série. Il a eu la mauvaise idée de le faire en série, quelque part. Je pense que c'est pas adapté à la façon dont Sorrentino envisage le récit, même de façon esthétique. Ouais. Je pense que le film est plus adapté à son univers que la série. Un pur exercice de style visuel ne tient pas sur 6-10 épisodes. Exactement. S'il n'y a pas de fond, ça ne tient pas. Vous trouvez qu'il n'y a pas de fond dans The New Pop et The Young Pop ? Que le fond est faible. Faible. Ou alors c'est D'accord. sans fond. Ça veut dire qu'on s'enfonce au fur et à mesure. Moi, j'y vois une œuvre politique, vous voyez, quoi. Mais toutes ces thématiques-là, on les voit. Et ensuite, oui. Qu'est-ce que ça apporte au débat ? Ça, c'est toujours la question. C'est dire les choses, c'est bien. Les montrer Bien sûr. ensuite et les développer, c'est autre chose. Et ben là, il n'est pas très développé. J'allais vous dire que toutes les séries que nous venons d'évoquer sont toujours disponibles et qu'il n'y en a pas une seule à jeter. Alors en tout cas, c'est mon point de vue. Mais non, il n'y a jamais rien à jeter. Bien sûr. Il faut les voir. Il faut les voir, se faire son propre jugement, sa propre opinion. Thomas, on va profiter de votre présence pour tout savoir sur votre coup de cœur du moment. Oh, un bonus. Oui, c'est le moment de votre bonus, Thomas. Et c'est un bonus porté par un comédien. Et quel comédien pour ce coup de cœur, Thomas Détouche ? On va parler de Kominsky. Ah non, Michael Douglas. Eh oui, c'est un peu les deux, hein, c'est ça. Alors, la série, c'est La méthode Kominsky. Donc, la saison 3 vient d'être dispo sur Netflix. Alors, la série suit Sandy Kominsky, qui est un vieux comédien qui a vaguement connu la gloire il y a quelques années, qui est donc incarné par Michael Douglas. Et Sandy est devenu prof pour apprenti acteur rêvant d'étoiles, pas forcément très doué d'ailleurs. Et il n'a jamais perdu contact avec Norman, son agent de toujours, devenu son ami. Et Norman est incarné par Alan Arkin. Avec Norman, Sandy a traversé la vie, tant de choses. Avec lui, il a noué une amitié qui est durable, solide, nourrie par les années, et la sincérité sans filtre. Et avec lui aussi, il contemple la vieillesse, la fin de vie et tous ses petits et gros désagréments. Alors l'extrait que je vous propose, il est tiré du premier épisode de la saison 3. Bouchez-vous les oreilles si vous ne savez rien, parce qu'il se passe un truc un peu de fou dans le premier épisode de la saison 3. Attention, Norman est mort et Sandy assiste à son enterrement et il voit défiler sur l'estrade des gens qui ont compté dans la vie de son meilleur ami. Et parmi ces gens, il y a Madeleine, la dernière amante de Norman. Elle est interprétée par Jane Seymour, l'éternelle interprète de Dr. Quinn, femme médecin. Et du coup, je vous laisse écouter vos souvenirs d'enfance être gentiment souillés. Quand j'ai perdu mon mari, je me suis dit, ça y est, me voilà seule. Mais miracle des miracles, j'ai recroisé le chemin de l'homme avec qui j'avais vécu une aventure volcanique dans ma jeunesse, en 1967. Cet homme était ton père et ton grand-père. Alors, au départ, on avait supposé que cette fois, notre relation serait purement platonique. Vous savez, deux vieux amis se tenant par la main, se promenant dans le parc, prenant leur repas ensemble. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Avec un léger encouragement de ma part et un coup de pouce pharmaceutique, Norman s'est rapidement retransformé en cet étalon vorace qui m'avait démonté il y a tant d'années. C'était merveilleux. Son désir était délicieusement doux, mais exigeant et ponctuel. Oh, on aurait pu régler sa montre dessus. 7h30 le matin, les mercredis et dimanches. Après une tasse de café et une petite visite à la salle de bain, il me prenait par derrière et me faisait trembler et frissonner comme une jeune fille de 16 ans à peine qui se rebelle contre des parents hyper religieux. Le mercredi et le dimanche matin, Norman Newlander m'aimait comme aucun homme ne m'a aimé. Les mercredis et dimanches matin, de 7h30 à 7h45. J'ai un peu la gaule maintenant. Thomas, on rappelle le contexte de ce qu'on vient d'entendre. C'est bien à un enterrement. Et qui ne voudrait pas assister à un tel enterrement, sincèrement, après avoir écouté ça? C'est génial, non? Et c'est Jane Seymour donc, qui dit ces mots-là. Mais alors, pardon, je pense à une scène qui est dans le premier épisode de la saison 1, où là aussi c'est un enterrement, où il y a aussi des moments aussi drôles que ça, mais on flirte toujours avec l'émotion, parce qu'on sent à la fin
l'émotion de cette femme qui parle de l'homme qu'elle a aimé. C'est une série quand même qui parle de la fin de vie, de la vieillesse, de comment on vit alors qu'on n'a plus quelques années devant soi. Donc c'est une comédie qui est hantée par la mort et la conscience de la mort qui vient. Donc c'est pas forcément un sujet super comique. Et justement, la série, en termes d'écriture, reste sur ce fil de crête où effectivement il y a la mort qui vient, on peut quand même s'amuser, tout en sachant que dans quelques années, on sera plus là. Et c'est aussi pour ça, en termes de mise en abîme, ce que Michael Douglas fait dans la série est assez fou. Oui. Cet acteur, on a tous les rues de San Francisco. Quand j'étais petit, il était dans les rues de San Francisco, la série. Moi, je l'ai toujours connu et on voit un acteur qui littéralement en fait est en train de rire de sa future mort d'une certaine manière et de l'héritage qu'il va laisser. C'est hyper touchant et drôle. Et cette saison 3, elle est à la hauteur des 2 premières saisons ? Ouais. Vraiment. Ça commence avec ça, donc comment ensuite se planter ? Est-ce qu'il vous a convaincu, Franck Thomas, de regarder ? J'ai vu la série et j'ai été encore plus convaincu par ce que je viens d'entendre. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant de voir Michael Douglas dans cet exercice entre mort et petite mort qui le hante. Et il y a des choses très intéressantes qui se passent dans la saison 3, notamment sur sa carrière et sur la notion d'échec, de réussite tardive, etc. Enfin, c'est passionnant. C'est drôle et c'est passionnant. La méthode Kominsky est à voir absolument. C'est sur Netflix. Il y a 3 saisons aujourd'hui. Merci infiniment, Thomas, pour tous ces éclairages. Et puis merci pour cette saison passée avec nous au sein de Seriland. Et puis merci beaucoup, Franck Finance-Madureira. Je conseille grandement la lecture de votre revue Frenchmania qui est sous mes yeux. On parle d'ailleurs de femmes réalisatrices françaises qui ont été appelées pour faire des séries aux États-Unis. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe pour les jeunes réalisatrices françaises. Avec des interviews formidables. Je leur recommande grandement votre revue. C'est en librairie. En librairie ou par abonnement. Voilà, exactement, ou par abonnement. Comme ça permettra de faire vivre ce projet sur de longs mois. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série. J'ai choisi House of Cards et cette citation de Frank Underwood. Après tout, nous ne sommes rien de plus ou de moins que ce que nous choisissons de révéler. Dans les prochains épisodes de Seriland et en association avec les rencontres de Fontainebleau, série, je vous propose de regarder dans le rétroviseur. Flashback sur une décennie de fiction française avec celles et ceux qui ont participé à des séries françaises de renom. On évoquera notamment Un village français, Le bureau des légendes ou encore Bref. Seriland est un podcast Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention, dans Seriland, vous l'avez bien compris, la règle ne change pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.